Voilà pour la dernière table ronde. Merci d'être toujours avec nous depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux dans ce magnifique endroit. Et puis merci d'être toujours avec nous depuis votre ordinateur où que vous soyez par le monde. La dernière table ronde, nous allons évoquer un sujet qui a été un sujet évoqué en filigrane, en pointillé. Vous utilisez l'expression que vous souhaitez, c'est l'économie sociale et solidaire. Ça tombe bien puisque, on l'a dit depuis ce matin, Pierre Urmic l'a répété, il n'en était pas peu fier. La ville de Bordeaux est la capitale mondiale, s'il vous plaît, de l'économie sociale et solidaire dans la droite lignée de Séoul. C'est bien ça en Corée. Pour en parler, j'ai à côté de moi Anna Lupi. Bonjour, vous êtes conseiller juridique et responsable des politiques à la Commission européenne. À votre côté, Stéphane Peffer, adjoint au maire de Bordeaux, chargé du service public du logement et de l'habitat, de l'emploi, de l'économie sociale et solidaire et des formes économiques innovantes. Et puis de l'autre côté, Antoine Détourné, bonjour, le délégué général de l'économie sociale et solidaire France. Donc c'est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Voilà, ensemble, eh bien, nous allons faire un point sur l'économie sociale et solidaire. J'ai déjà, si vous le permettez, même si vous ne le permettez pas, c'est pas grave, on va le faire en forme d'entonnoir. On va partir d'abord de l'Europe, ensuite la France, et puis on terminera par vous pour avoir un exemple, si vous le voulez bien, monsieur Peffer. Donc déjà, Anna Lupi nous donnait un peu une perspective sur ce terme d'ESS. On a bien vu ce matin que les définitions, peu importe, ça a été dit par la représentante de la Commission, hein, la définition n'est pas le plus important, même si certains s'accrochent aux définitions, mais je vois que mon voisin commence déjà à dodeliner de la tête. Voilà, mais néanmoins, les deux voisins, donc d'accord. Mais je n'ai pas des yeux à 360, donc je n'en vois qu'un sur les deux. Voilà, du point de vue de l'Europe, cette perspective de l'économie sociale et solidaire, comment vous la travaillez pour sensibiliser en plus les acheteurs à la commande publique? Anna. Oui, merci Jérôme et merci pour ces colloques d'aujourd'hui qui est très inspirante. Et en fait, moi je suis chargée des politiques des marchés publics et nous on travaille beaucoup avec les collègues qui s'occupent de politiques sur l'économie sociale. Et effectivement, comme le disait Jérôme, notre cible, notre attention n'est pas tellement sur les définitions de ce qu'est l'économie sociale à niveau européen. On s'est concentré plutôt on considère que l'économie sociale est tout type d'organisation qui met au centre en fait la personne et qui se dote d'une gouvernance partagée et qui réinvestissent dans des activités qui ont un impact social en fait. Donc quelque part, c'est toutes les organisations qui cherchent à avoir un impact social à travers des activités économiques. Et effectivement, dans les dernières années, on a travaillé beaucoup sur la sensibilisation des acheteurs publics, mais aussi de l'économie sociale par rapport à la participation aux opportunités créées par les marchés publics. Donc on a commencé en 2019 avec une initiative qui a été une initiative quelque part purement de sensibilisation justement à l'utilisation de clauses sociales. Et on a visité 15 États membres de l'Union européenne et en fait on a fait en sorte d'avoir à chaque fois des événements d'une journée qui ont permis à l'économie sociale et aux collectivités territoriales, parce que le but, c'était vraiment de mobiliser les acheteurs locaux qui ont permis les rencontres, les dialogues quelque part, mais surtout, on a eu des interventions qui visaient à expliquer un peu comment utiliser des clauses sociales dans les marchés publics.
Et là, on a vu vraiment qu'il y a une grande variété, non seulement par rapport au tissu, à la nature de l'économie sociale dans les différents pays membres de l'Union européenne, mais il y a aussi un niveau de maturité très différent. Alors là, en France, l'économie sociale est très développée. Et encadrée par un texte de loi de quelle année ? 2014. 2014, oui, c'est ça. Donc ça, voilà, Et on a aussi quelques années. Plein d'initiatives de la part des acheteurs publics aussi. On utilise beaucoup la clause sociale classique d'insertion, mais aussi des marchés réservés, par exemple. Mais ces types d'initiatives ne sont pas connues partout en Europe. Et l'économie sociale est très différente et se développe de formes très différentes dans les différents pays membres. Avant d'aller un peu plus loin sur les actions que vous menez, puisque vous nous parlez de cette tournée un peu dans les pays membres pour les inciter, est-ce qu'il y a quand même, et on en reparlera peut-être avec les deux intervenants, sur ce terme de définition, est-ce qu'il y a quand même des basiques sur lesquels tous les pays membres s'entendent pour dire « Ok, là, c'est bien de l'économie sociale et solidaire dont il s'agit ». Est-ce qu'il y a des basiques, les fondamentaux entre les différents pays sur lesquels l'Europe est d'accord ? En gros, les fondamentaux, c'est vraiment ça. C'est l'impact social, c'est développer des activités qui ont un intérêt quelque part économique, mais pas forcément, qui visent pas forcément le profit. Oui. Et un impact social sur les enjeux sociaux et qui met au centre de ces activités la personne, en fait. Alors ce plan d'action, à quoi ressemble-t-il en quelques étapes pour développer l'économie sociale et solidaire, Anna ? Nous sommes inspirés en fait du travail qu'on a fait en 2019 pour avancer là-dessus. Surtout sur la problématique de comment faire en sorte que les acheteurs publics et l'économie sociale se parlent davantage, que l'économie sociale puisse davantage bénéficier des opportunités liées au marché public. Et donc, dans les dernières 3 ou 4 années, on a développé plein d'initiatives de sensibilisation. Donc, on ne veut pas rester juste sur la sensibilisation comme on l'a fait en 2019, mais on estime qu'en effet, c'est le bon moment maintenant pour vraiment encourager les pouvoirs adjudicateurs et l'économie sociale à s'y confronter. Donc, le prochain projet qu'on va lancer, peut-être l'année prochaine, ça va porter en effet sur des dialogues entre les collectivités locales et l'économie sociale dans les restants pays membres qu'on n'a pas pu visiter en 2019. Et quelque part, ça, c'est aussi un pilote pour nous, parce qu'on n'a jamais essayé de faire quelque chose de pareil. Mais le but, c'est vraiment d'avoir à la fin de chaque dialogue une liste de priorités et de comment co-développer, disons, une coopération plus étroite entre les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises sociales. Merci, on reviendra avec vous dans quelques instants. Antoine Détourné, donc je le disais, le directeur général de ESS France, une association qui existait avant cette fameuse loi de 2014 qui définit juridiquement le champ de l'ESS en France. Aujourd'hui, ça pèse en France, vous m'arrêtez si je me trompe, un emploi sur 7, c'est ça dans le pays, donc ça n'est pas rien, ça commence à peser. Et on a bien senti avec les discussions qui ont tourné sur les marchés stratégiques aussi liés à ce qui s'est passé avec le Covid et à la crise en Ukraine, que si on peut produire localement et de façon en plus économique, sociale et solidaire, c'est encore mieux. C'est exactement ça. On a une redécouverte aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire à travers un certain nombre de vulnérabilités qui ont été exposées ces dernières années. Alors, sans rentrer dans le débat sur les définitions,
relevons quand même qu'elle compte et qu'il y a des choses qui ont avancé, notamment en intergouvernemental sous présidence française de l'Union européenne, avec une déclaration de l'Organisation internationale du travail. C'est pas rien, c'est une agence de l'ONU. Et de même que le travail qui a été fait tout récemment par l'OCDE sur le sujet est quand même très porteur de choses intéressantes pour aller très vite. Les formes juridiques de l'économie sociale et solidaire sont des associations, des fondations, des coopératives, des mutuelles et un certain nombre de sociétés commerciales qui ont les principes de gestion que Madame Lupier a présentés. Donc on a redécouvert l'intérêt de ces formes économiques-là parce que leurs principes de gestion les amènent à regarder le local d'une manière un peu différente qu'un certain nombre d'entreprises. Et qu'on retrouve, par ailleurs, ce n'est pas que l'apanage de l'économie sociale et solidaire, on le retrouve aussi dans certaines formes d'économie de proximité. Parce que quand des chaînes de valeur se sont interrompues, l'accès à certains biens et services essentiels a été réalisé par des acteurs qui mettaient le territoire en avant, et donc l'économie sociale. Ce qui est intéressant, et c'est tellement intéressant que la Commission européenne regarde désormais l'économie sociale et solidaire aux côtés de l'économie dite de proximité, comme un écosystème industriel, désolé pour le terme un peu dur en cette fin d'après-midi, stratégique pour l'autonomie de l'Union européenne. Donc on n'est plus dans l'anecdotique sur le plan des emplois, mais on est bien sur quelque chose qui est repéré comme une promesse forte pour consolider nos territoires et consolider l'Union. Alors évidemment, moi je tiens à dire que j'ai passé une très bonne journée aujourd'hui, parce que j'ai vu combien on pouvait, en sortant des zones de risque réciproques, côté ESS, avec souvent des TPE ou des PME qui ont du mal à prendre le risque d'aller chercher un marché public. Ce matin, ça a été dit, entre 5 et 50 000 euros, le coût pour juste déposer une candidature, c'est pas rien pour une PME. Et de l'autre côté, des acheteurs publics, dont l'UGAP, mais beaucoup d'autres, qui ont fait le petit pas de côté et ont pris le risque du marché infructueux, le risque concurrentiel, et ont fait la preuve, par tous les exemples qui ont été présentés, que c'était possible et que ce n'était pas une lubie de quelques personnes un peu éclairées. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant c'est facile. Pour dépasser ces risques, nous, ce qui nous va bien, c'est plutôt la coopération. Et on voit émerger autour des SPASER. Je fais une petite incise, les SPASER, ça a été défini par la loi de 2014 en France, qui est la loi sur l'économie sociale et solidaire. Ce n'est sans doute pas un hasard, d'ailleurs. En fait, en mettant en place des nouvelles formes de coopération, comme le fait, par exemple, ici, la CCI et la CRES, et dans d'autres métropoles, je pense à Strasbourg, je pense à Nice, je pense à Lyon, etc., on arrive à passer une barrière qui est importante, qui est où trouve-t-on les boîtes de l'ESS qui peuvent apporter des réponses au marché public. Cette question du sourçage, elle est déterminante, et elle ne peut se faire que dans une logique de coopération et de coalition. Elle mérite qu'on y investisse du temps, qu'on y prenne quelques risques, mais je pense que ce qu'on a vu depuis le début de la journée montre que ça vaut plutôt le coup. Avant de parler justement de cette opération, de cette coopération, de cette coalition, question du trublion que je suis, quel rôle la commande publique, les acheteurs qui sont dans la salle et qui nous suivent, pourquoi est-ce si déterminant pour l'économie sociale et solidaire? C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un seuil au-delà duquel, sans cette aide et sans ce regard bienveillant des acheteurs publics, ça ne progressera pas ou lentement? Oui, je pense qu'il y a un effet de seuil et un effet de levier de la commande publique qui est absolument déterminant. J'étais frappé également par l'intervention de Madame Longland tout à l'heure, qui expliquait très bien comment une stratégie où on pouvait, entre guillemets, suivre l'argent qui était au local et comment on pouvait le réinvestir dans le territoire, dans la communauté, était quelque chose de très important, de même que le propos du président Alain Rousset, qui montre bien l'importance d'un narratif, d'un récit qui montre la force du territoire et la force de ce que peut apporter une collectivité publique pour faire changer d'échelle un certain nombre d'acteurs et leur faire prendre une dimension. La dimension, je vous le disais, stratégique, elle est de plus en plus reconnue. Maintenant, il ne manque pas grand-chose pour qu'on soit au rendez-vous et qu'on fasse de tout cela, en coopération avec d'autres, je le redis, un vrai écosystème vertueux. Je me tourne vers Stéphane Peffer, donc adjoint au maire de Bordeaux en charge du logement. Et là, je retourne la question. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour une collectivité de faire en sorte que les entreprises de l'ESS répondent à des consultations? Bonjour.
Et merci pour l'invitation. Moi, je vais rejoindre et prendre la suite de ce que vient de dire Antoine pour terminer son intervention. Nous, avant même de parler ESS et commande publique, la première question qu'on s'est posée, c'est de se dire, nous, la ville, on va dépenser à peu près 60 millions d'euros d'achats tous les ans. Notre argent, il provient à grande majorité de nos impôts locaux. Comment est-ce que du coup on fait... C'est local. Donc l'argent est local. Comment est-ce qu'on fait pour que cet argent il reste localement et qu'il soit réinvesti sur le territoire? Et donc, quand on parle d'achat, on parle de commande publique, donc on parle de Spaser. Et finalement, un des outils pour la collectivité de faire en sorte que ces dépenses restent sur le territoire, c'est d'ouvrir ces marchés aux acteurs de l'ESS et de manière plus générale aux TPE aussi du territoire, hein, qui sont souvent quand même très très ancrés. Je rejoins ce que disait Antoine sur l'économie de proximité. Donc voilà, pour nous, l'objectif numéro 1, c'était celui-ci. L'objectif numéro 2, c'est se dire la commande publique, ce n'est pas qu'un outil technique qui nous permet de passer des achats pour faire fonctionner la collectivité. C'est aussi un outil politique, un outil de transformation qui nous amène à transformer, nous, nos propres pratiques. Hein. Quand on va acheter de manière plus vertueuse, on prend le parti et le pari aussi de devenir exemplaire. Mais on va aussi avoir une capacité de transformation en amenant les acteurs et les entreprises du territoire à avoir des pratiques plus vertueuses, parce que si on met des clauses environnementales dans nos marchés publics, et ben les entreprises, locales ou pas d'ailleurs, mais elles vont devoir prendre en compte ces préoccupations environnementales dans leur réponse au marché public. Donc c'est aussi un outil de transformation du territoire qui est important pour la collectivité. Pour les acheteurs, est-ce que c'est facile de travailler, même de sourcer, puisque depuis ce matin on en parle beaucoup, et là j'en profite puisque je suis avec quelqu'un de terrain, local, est-ce que c'est facile de sourcer les entreprises de l'économie sociale et solidaire de son territoire, de les connaître? Je pense que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, il existe, via les chambres régionales de l'ESS, déjà une liste des acteurs de l'ESS qui n'existait pas avant, qui est encore à parfaire, à approfondir, etc. Mais il y a quand même cet outil-là. Nous, on a lancé avec d'autres collectivités comme Grand Poitiers, par exemple, en partenariat avec la CRES Nouvelle-Aquitaine, et INAE aussi, qui est le réseau des structures d'insertion. On a lancé une initiative qui consiste à avoir un annuaire, en gros, de toutes les entreprises de l'ESS de la région qui sont susceptibles de répondre à des marchés publics. Donc là, effectivement, ça va permettre de faciliter le travail de nos acheteurs, puisqu'il y aura un catalogue qui devra être mis à jour au fur et à mesure, précisé, etc. Et surtout, un des enjeux qu'on a identifié, c'est que la difficulté, elle n'est pas tant dans les grosses collectivités. Nous, on a un service de la commande publique qui est structuré avec beaucoup d'agents, mais dès qu'on va aller sur des collectivités de petite taille, des communes de petite taille ou des EPCI de petite taille, c'est souvent le DGS ou son chargé de mission qui écrivent le marché public. Et donc du coup, eux, ils sont pas en capacité d'aller en plus faire du sourcing, en plus d'écrire les clauses, etc. Donc là, on a un outil aussi qui va permettre à des collectivités de taille inférieure, en tout cas, de connaître les acteurs de leur territoire. Donc aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faciliter ce sourcing. Qui fait l'annuaire? C'est vous? La CRES. La CRES, d'accord. Et derrière, je suis une entreprise sociale et solidaire, mais je n'ai pas été référencé. Je veux y rentrer, donc il faut que je lève le doigt, que je vienne faire toc-toc. Bonjour, j'existe, pensez à moi. Tout à fait, et l'objectif, ce sera de le mettre à jour tous les ans. C'est ça aussi l'enjeu, c'est d'intégrer les nouvelles entreprises dans cet annuaire. Et après, ça suffira pas. Il faudra aussi que les entreprises fassent le travail d'aller rencontrer leurs acheteurs et que les acheteurs rencontrent les entreprises pour qualifier l'offre qui est proposée, pour préciser les besoins, les demandes, etc. Mais ça donnera quand même une première base. Ouais. Mais ça se fait, Antoine Détourné, ça se fait en amont aussi du marché. Ce matin, puisque vous nous dites que vous êtes là depuis très tôt, je crois que c'était le président de la Chambre de commerce qui disait que voilà, il existait des réunions en amont pour dire voilà ce que l'on va faire, sans pour autant qu'on se refile le marché avant qu'il ne sorte, mais voilà ce qu'on va faire, préparez-vous. Est-ce que là aussi, il existe ce même genre de réunion formelle pour préparer les entreprises? On en est... Ça va venir. Ça va venir. Ouais, j'espère. Ça vient ou pas? Voilà. Oui, c'est bon, c'est venu. Il suffisait de demander. Ça fait partie des choses à construire. Aujourd'hui, il existe des rencontres B2B ESS qui sont animées par les chambres régionales qui permettent aux gens de se rencontrer, de s'organiser et de voir comment ils peuvent répondre ensemble à des marchés. Mais c'est pas toujours évident ou facile de faire, rien que pour les achats inclusifs, par exemple, de faire travailler ensemble, je vais dire n'importe quoi, une entreprise adaptée avec une entreprise d'insertion ou un chantier d'insertion. C'est un défi parce que n'oublions pas que même si elles travaillent parfois dans le même métier, elles ont aussi des finalités sociales parfois différentes avec des publics qu'elles adressent qui sont pas tout à fait les mêmes et avec des exigences de la puissance publique qui sont aussi très très fortes en termes d'objectifs parce que n'oublions pas que ce sont des entreprises qui doivent être performantes sur le plan humain
et performante sur le plan économique. Et tenir les deux bouts de ces modèles économiques n'est pas toujours quelque chose d'intuitif ou de compris. Face à des acheteurs dont on a bien compris depuis ce matin, qu'il ne faut pas acheter seulement le moins 10 ans, mais le mieux 10 ans, mais face à des acheteurs qui sont toujours enclins à regarder la solution économiquement la plus intéressante, souvent. Ouais. Alors, les schémas de promotion des achats socialement, écologiquement responsables sont quand même très intéressants sur ce plan, au moins pour deux raisons. La première, c'est qu'ils prévoient de donner une visibilité à ce qui se passe, et donc permet aux entreprises de s'organiser, de se préparer, de construire les coalitions, y compris avec des entreprises qui ne sont pas du champ de l'économie sociale et solidaire. Première chose. Deuxième chose, c'est que les SPASER sont en voie de généralisation, puisqu'à partir du 1er janvier 2023, c'est 50 millions d'euros d'achats hors taxes. C'est plus 100 millions, c'est 50 millions. Donc ça fait rentrer un certain nombre de collectivités. On baisse le seuil, donc Exactement. Et ça permettra aussi d'avoir beaucoup plus de données et de suivi. C'est aussi ça qui est important. J'entendais l'exemple de la ville de Lisbonne. J'ai hâte de voir les tableaux de bord qu'ils peuvent proposer avec Power BI, qui est un outil fascinant là-dessus. Donc je pense qu'on est au début d'une petite révolution. Qu'il faut s'y préparer, et je pense qu'un certain nombre d'acheteurs publics ne se rendent pas encore compte de ce qui est devant eux et de ce que vont demander les élus, et par ailleurs ce que demande la société. Parce que tout ce qui est projeté sur les nouvelles conceptions de l'entreprise, plus ancrées localement, plus écologiques, plus soucieuses des enjeux sociaux, nous en sommes le réceptacle, et les élus doivent rendre des comptes de plus en plus sur le sujet. Et je pense aussi même que la Commission européenne est sensible à ce type d'expression démocratique. L'acheteur aussi régulièrement est entre deux contraintes, c'est l'aspect juridique et puis le marché infructueux. Comment faire pour faciliter l'ouverture un peu, éviter ces risques pour les acheteurs qui sont face à nous? Déjà, des belles histoires, parce que les belles histoires, elles montrent que ça fonctionne. On en a eu toute la journée, je le disais tout à l'heure. Deux, expliquer que le temps n'est pas forcément toujours le même, et il faut de l'anticipation pour diminuer ce risque du marché infructueux qui menace la continuité du service public. C'est pas une petite affaire, c'est quand même un gros enjeu. Mais nos modèles ont quand même l'habitude de mélanger cette jambe, on va dire, économique, de performance économique, et cette jambe de performance sociale et territoriale. Donc je pense qu'on peut bien se comprendre si on prend un peu de temps pour dialoguer, pour préparer et anticiper. Et puis je pense que les signaux internationaux qui nous sont donnés ces derniers temps sont très précieux parce qu'ils montrent tout le sérieux et l'intérêt, encore une fois, je le redis, stratégique de ce que nous pouvons apporter. Stéphane Peffer, vous êtes saisi du micro sur cette question. Vous aviez une réponse à apporter? Une réponse, je ne sais pas, mais sur la question des marchés infructueux, la plupart des marchés infructueux qu'on rencontre, c'est pas forcément parce que le marché était trop complexe pour y répondre. C'est aussi parce qu'il y a pas assez d'offres pour répondre au marché public. Et c'est là où la commande publique peut aussi être un outil d'orientation du développement économique. C'est-à-dire que quand on se rend compte, moi je le vois, je suis adjoint au logement, dans la production de logements, on a des pénuries de menuisiers, de plombiers, de couvreurs, etc. Et on le voit parce que là, les marchés publics sont souvent infructueux. Et c'est là où il faut arriver à faire émerger des activités économiques et qu'on pourrait imaginer faire par ailleurs émerger sous statut de ESS. Et comme ça, d'une certaine manière, on boucle la boucle aussi, quoi. Un mot sur Bordeaux, capitale de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça vous oblige, en quelque sorte, d'être remarquable, sans faille, les plus beaux, les plus forts? Voilà, il y a quelques contraintes quand même à prendre cette capitale. Il y a des contraintes, mais je crois déjà qu'on a pu candidater, en tout cas, à l'accueil du Forum mondial de l'ESS, parce que déjà on avait un tissu local extrêmement riche et très dynamique, c'est-à-dire que toutes les semaines, on a des nouvelles structures, des nouveaux citoyens qui nous contactent en nous disant « je suis en train de réfléchir à créer mon entreprise ESS », on a un écosystème local avec la CRES, France Active, les réseaux d'insertion, ATIS, etc., qui fait qu'on a cette richesse-là qui nous a autorisé, en tout cas, à candidater. Il y a effectivement une question de volonté politique et c'est vrai que avoir la présidence de ce réseau mondial et être la capitale mondiale de l'ESS, ça nous oblige à faire toujours plus que ce qu'on avait prévu. Donc c'est-à-dire qu'on se met nous-mêmes des contraintes, mais finalement on les assure et on les assume avec plaisir, quoi.
Merci. Avant de passer aux questions, aux réponses, une dernière question à Anna Lupi et peut-être aux autres intervenants. Comment faire pour aller plus loin, pour accélérer, pour faire en sorte que les entreprises de l'économie sociale et solidaire n'aient pas peur de répondre et s'organisent, on a bien compris, entre elles en réseau? Et je pense franchement que je suis d'accord avec Antoine et Stéphane. L'anticipation est fondamentale. Et nous, on voit par exemple qu'il y a déjà des expériences dans certains États membres de l'Union européenne de co-création et collaboration dans les marchés publics, et notamment avec les opérateurs du territoire et les entreprises sociales. Et ça marche très bien. On a des expériences, par exemple, de co-designing en Italie. Et ça permet en même temps aux acheteurs publics de mieux connaître leurs besoins et comment répondre aux besoins des citoyens, et en même temps de préparer quelque part les opérateurs et les porteurs d'intérêt local à répondre au marché public. Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Merci. On va ouvrir la séance de questions. J'en pose une tout de suite, peut-être à vous, Antoine Détourné. Vous avez évoqué 2 types d'entreprises tout à l'heure qui pouvaient travailler ensemble, mais est-ce que des entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent travailler aussi? Est-ce qu'il faut faciliter les liens avec les entreprises, je ne sais pas comment vous les appelez, classiques, dont le but est plus lucratif? Voilà, c'est peut-être aussi une base. Évidemment, et ne croyons pas que ça ne se fait pas. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Tout ce qui est notamment, quand on évoque la question des clauses sociales, il y a énormément de clauses sociales qui sont vraies en sous-traitance et en coopération avec de très grandes entreprises, notamment dans le secteur du bâtiment. Un certain nombre d'entreprises ne sont pas en capacité d'apporter les réponses avec les heures d'insertion et donc sous-traitent ou coopèrent durablement. C'est aussi le cas de plus en plus sur la question du réemploi, où un certain nombre d'entreprises essaient de répondre à des marchés avec des biens qui sont des biens de seconde main, qui sont issus du réemploi de l'économie sociale et solidaire. Donc ça se fait de manière très classique. C'est de plus en plus fréquent sur la restauration également, sur les grandes entreprises sous-traitantes de la restauration qui cherchent les maraîchers bio en coopérative qui font de l'insertion, etc. Et ça ne se trouve pas en claquant des doigts. Je dis juste une chose sur le sourçage qui n'a pas été précisée. Nous n'avons pas l'équivalent du registre du commerce et des sociétés pour l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est un élément de plaidoyer qu'on essaie de porter fortement auprès des ministères économiques, de même que le fait d'avoir un petit peu de ressources pour faire des groupements de réponses qui nous permettraient d'accéder à des tailles de marché beaucoup plus importantes, et puis aussi sans doute d'adresser des partenaires privés d'une autre taille, et notamment privés lucratifs, dans une logique de coopération. Ça se passe plutôt bien quand ça se fait, en fait. Nul doute que tout sera remonté auprès des ministères par l'intermédiaire du président et de ses équipes notamment. J'ai une question, j'avais l'impression d'avoir répondu. Donc, quelle est la part de l'emploi qui se situe dans le champ de l'ESS? 1 sur 7, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un emploi privé sur 7. Voilà, oui. un emploi privé sur 7. Et la deuxième question, c'est qu'en est-il de l'innovation sociale ou organisationnelle que peuvent offrir, par exemple, les acteurs de l'ESS? Allez-y, Stéphane. Je ne sais pas, je pense qu'on est dans un des cœurs battants de l'ESS au niveau mondial, donc peut-être Stéphane va nous dire les pépites du territoire bordelais. Non, mais c'est une question qui est... Ah, le micro est coupé, il arrive. C'est parti. C'est bon. C'est une question qui est large et assez complexe. En termes d'innovation organisationnelle, on a quand même un exemple sur le territoire régional et à Bordeaux, c'est Enercop, qui est une société coopérative d'intérêt collectif de fourniture d'énergie renouvelable et qui fonctionne sur le système de la sociocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de directeur ou de directrice. Et vraiment, c'est très horizontal, mais très organisé en même temps. Hein. Faut pas croire que c'est complètement anarchique et pas le beans, quoi. Que c'est de l'autogestion. Non, c'est voilà, ils ont ce système de sociocratie qui fonctionne assez bien, qui implique parfois de longs débats, je pense, en interne, et qui rend peut-être les choses plus difficiles de notre point de vue à nous, parce que finalement, qui est l'interlocuteur supralégitime, la directrice, voilà, peut-être que nous, ça nous interroge un peu plus, c'est des habitudes à prendre, mais ça, c'en est un exemple. L'innovation sociale, je pense qu'on pourrait trouver énormément d'exemples, que ce soit les structures d'insertion lorsqu'elles vont développer des
des projets autour du déménagement solidaire. Voilà, je pense que sur l'innovation sociale, on a plein d'exemples locaux et nationaux, Antoine. Y a-t-il des questions dans la salle avant de passer à la dernière? Monsieur, on va vous passer un micro, il arrive par l'arrière. Bonjour. Non, non, ne touchez à rien. Voilà, ça, on va monter la tranche qui correspond. Ça va marcher. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup pour cet élément. Peut-être en synthèse, l'ESS c'est 10% du PIB, hein, je crois Antoine, on en parlait tout à l'heure. C'est pas 10% de la commande publique. Donc il y a toujours ce plafond de verre ou cet effet de seuil. Il y a juste l'anticipation, le sourcing et la coopération qui permettent de dépasser et d'éclater ce plafond de verre. Stéphane, allez-y, vous avez le micro. Je pense qu'il y a aussi le fait que les acteurs de l'économie sociale et solidaire interviennent sur des secteurs qui ne sont pas toujours soumis à la commande publique. C'est-à-dire que j'ai pas en tête, par exemple, les chiffres du bâtiment dans le marché public, mais il y a peu d'acteurs de l'ESS. Donc il y a sur le marché de la restauration, par exemple, localement, on n'a pas d'acteurs de l'ESS qui sont en capacité de répondre à des énormes marchés publics de restauration. Donc, je pense qu'un des enjeux aussi, c'est d'arriver à diversifier les secteurs dans lesquels l'ESS est présente et soit par la coopération, soit par le changement d'échelle sur le territoire, de grossir aussi la taille des entreprises pour répondre à des marchés publics plus gros, quoi. Antoine Détourné. Oui, je pense en effet qu'il y a besoin d'aller chercher d'autres secteurs. J'ai des exemples, moi, dans l'alimentation, où on a des coopératives qui sont créées pour répondre à 80, 100 établissements d'un territoire, que ce soit des crèches ou autre type d'établissements accueillant du public, et qui sont en capacité tous les jours de fournir à manger bio et en circuit court. Donc, le possible est là. Je pense que vraiment, l'ADN de l'économie sociale et solidaire, c'est la coopération. Et la coopération, comme le disait Stéphane sur NIRCOP, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, puisque ça nécessite beaucoup de confiance. Et la confiance se construit dans la durée. C'est pour ça qu'on en revient dans ce rapport au temps, et qui est aussi souvent le temps du territoire, hein, le temps long, le temps des parcours de vie, des trajectoires humaines. Donc, je pense que voilà, il faut écrire des histoires longues pour que ça avance. Anna Lupi. Si je peux juste ajouter quelque chose, je ne suis pas un expert sur l'économie sociale, mais je me demande aussi si on peut faire en sorte, même du côté public, qu'il y ait un meilleur lien entre les entreprises sociales et les entreprises traditionnelles pour répondre aux appels d'offres. Parce que là, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire et que nous aussi, à niveau européen, on commence à se rendre compte que, en fait, c'est aussi important. Et ça fait aussi partie du travail, justement, de collaboration et des partenariats que j'ai mentionnés avant. Est-ce que certains pays de l'Union européenne ont des mesures particulières pour réserver des marchés, des parts de marché aux entreprises de l'économie sociale et solidaire? Oui, bien sûr. On voit ça, par exemple, en Espagne. Donc, les marchés réservés, c'est une pratique qu'on retrouve un peu partout en Europe. Mais il y a aussi des pays, par exemple, les pays nordiques, qui viennent de découvrir, en fait, qu'on peut faire ça. Mais il y a aussi des pays comme l'Espagne où c'est vraiment dans la loi nationale sur le marché public qu'il faut réserver certaines parties des marchés publics. Et après, c'est laissé, bien sûr, aux collectivités locales de décider comment achever un certain pourcentage des appels d'offres qui sont réservés à l'économie sociale. Mais voilà, oui, c'est possible et on le fait. Ouais. Merci Anna. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Voilà, au premier rang, madame, le micro va vous arriver également. Et puis ensuite, eh bien, on passera à la plénière de clôture avant les discours de clôture. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas tant une question que un complément aussi. Donc, je suis Mélanie Thué de la CRES Nouvelle-Aquitaine. On en a un petit peu parlé là. Il y a un autre acteur auquel qu'on a peu abordé cet après-midi, surtout sur les acteurs de l'ESS. Pour moi, c'est le partenaire bancaire. Parce que dans la question du développement aussi de l'ESS par le biais de la commande publique et de leur capacité à pouvoir répondre aussi au marché,
les structures de l'ESS ont parfois besoin d'investir et il est important, je pense, en tout cas nous c'est le travail qu'on veut mener aussi, d'associer les partenaires bancaires. Alors on a des banques dans l'ESS, donc c'est les premiers qu'on va les solliciter, mais qu'eux puissent suivre aussi la démarche d'une structure qui veut répondre à un marché, qui va avoir besoin d'acheter du matériel, d'investir, etc. Et il est parfois un peu difficile, dans l'ESS particulièrement, mais c'est valable pour les TPE aussi, je pense, d'être bancable auprès de ces partenaires bancaires. Donc je pense que la collectivité a aussi peut-être un enjeu à appuyer un acteur qui souhaite mobiliser un acteur bancaire. Merci, vous avez bien fait de les évoquer, ces partenaires bancaires. Antoine, détourné sur le sujet. Oui, je voulais réagir parce que c'est aussi quelque chose de mal compris souvent dans l'économie sociale et solidaire, c'est que nos organisations ne rémunèrent pas ou peu le capital. C'est ce qu'on appelle le principe de non-lucrativité ou le principe de lucrativité limitée. Ce qui ne veut pas dire que, nous sommes structurellement déficitaires, nous sommes incapables de générer du profit. Au contraire, nous ne sommes pas contre le profit. Nous faisons en sorte de le réinvestir, et ça a été expliqué, dans les projets et dans l'impact social que nous recherchons. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que parfois nous sommes considérés comme plus risqués que d'autres, parce que nous sommes mal connus, alors que le taux de sinistralité des entreprises de l'ESS est plus bas que celui du reste de l'économie. C'est extrêmement important. Donc tout ce qu'une collectivité peut faire en matière de garantie d'emprunt, en matière d'accès à du capital patient, en matière d'accès à des fonds dédiés à l'investissement dans l'ESS est aussi un moyen de résoudre ce déficit d'accès au capital ou cette difficulté qui peut se réaliser et qui peut être un obstacle à la montée à l'échelle de l'économie sociale et solidaire. Stéphane Peffer, je vois que vous êtes saisi du micro. C'était sur le sujet des banques. Merci de me rappeler parce que j'avais perdu le fil. Je m'étais perdu dans les paroles d'Antoine. Non, mais Mélanie pointe un vrai sujet. Et c'est la suite de la réponse à la question que vous avez posée, monsieur, juste avant. C'est que si on veut que les entreprises de l'ESS se diversifient dans des secteurs qui ont besoin de beaucoup d'investissements et qu'elles changent de taille, il faut effectivement qu'elles puissent bénéficier de ces investissements bancaires. Nous, à Bordeaux, on accompagne un projet de village du réemploi. Alors, ils veulent être une galerie commerçante comme une enseigne Bleu et Jaune, cuisine, chambre, etc., mais que du réemploi. Ils cherchent à lever 20 millions d'euros. C'est extrêmement compliqué. C'est une neuve structure de l'ESS. C'est extrêmement compliqué parce que le coût de ces investissements ou de ces prêts ou de ces participations est beaucoup trop élevé au regard de la rentabilité du modèle et des marges qui seront dégagées. Donc il faut qu'on arrive effectivement à aligner les banques, les collectivités, l'État, les financements européens aussi pour soutenir l'investissement. Mais je pense que une des limites qu'il faut qu'on arrive à lever et un investissement qu'on a besoin, c'est celui de l'État. Je trouve que l'État n'est pas assez aux côtés des acteurs de l'ESS sur les territoires et qu'il nous manque des interlocuteurs, il nous manque des lignes budgétaires aussi pour accompagner les collectivités et les acteurs locaux derrière, quoi. Ce sera le message final. Merci à tous les trois, Anna Lupi, Antoine Détourné, Stéphane Peffer. Merci beaucoup. Dans quelques instants, la plénière de clôture, mais d'abord, quelques images encore d'entreprises du territoire qui sont justement impliquées dans l'économie sociale et solidaire. En 2013, la métropole de Bordeaux qui a réservé un marché pour l'entreprise adaptée. Notre entreprise propose une offre autour de l'économie circulaire, de collecte et de traitement des déchets de bureau par une entreprise adaptée, une entreprise qui emploie majoritairement des personnes en situation de handicap. Commande inclusive, le fait que le secteur public, l'État, les collectivités favorisent l'emploi inclusif sur le territoire par la commande publique responsable.
c'est l'échangeur autoroutier de Calais. Pourquoi? Parce que Calais, en termes d'ensoleillement, c'est pas ce qui se fait de mieux en France. Et puis, dans le même temps, on doit répondre à des normes, à des exigences en termes de qualité d'éclairage qui sont très élevées. Donc, dans un seul et même projet, on répond à 2 problématiques qui, séparément, sont déjà bien assez complexes. C'est un lampadaire solaire et autonome qui fonctionne 365 nuits par an sans aucun raccordement au réseau, qui est économique, performant, puissant, écologique et durable. Alors je vous réponds, Solar is the new standard, c'est-à-dire le solaire est la nouvelle norme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le solaire c'est plus simplement une alternative, c'est vraiment une réalité plus économique et plus écologique que l'éclairage en réseau. Donc chez Fonroche on veut vraiment renverser la table et révolutionner le monde de l'éclairage en France et à l'international.